Europe 1 Info, 13h-15h, Clélie Mathias. Bienvenue sur Europe 1 si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble pendant encore une heure. C'est l'heure des grands entretiens politiques d'Europe 1 Info. Dans un instant, je recevrai Éric Schall, délégué général UDI, premier adjoint du 8e arrondissement de Paris en charge de la sécurité. Mais juste avant, c'est Anne Souéris qui est avec moi, sénatrice de Paris Europe Écologie Les Verts et porte-parole du groupe écologiste au Sénat. Bonjour madame. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. Vous êtes sénatrice de Paris. On va commencer par le scandale du périscolaire. À ce jour, le parquet de Paris a ouvert des enquêtes pour de possibles violences de différentes natures d'ailleurs, dans un total de 84 écoles maternelles, une vingtaine d'écoles élémentaires, une dizaine de crèches. Il y a eu déjà 2 procès, dont un qui a été public cette semaine, là, à Paris, à l'encontre d'un animateur soupçonné d'agression sexuelle sur 9 enfants, petits-enfants. Je voudrais vous faire écouter Agnès Séveraine, qui est elle aussi sénatrice Les Républicains, et qui était l'invitée hier soir d'Europe 1 et qui réclame une commission d'enquête parlementaire pour faire toute la lumière sur cette affaire. La commission d'enquête, aujourd'hui, elle permet en fait d'auditionner obligatoirement, ils ne peuvent pas dire non, toutes les personnalités qui ont été associées de près ou de loin, y compris les services de la ville de Paris, parce qu'encore une fois, le recrutement, il incombe à la ville de Paris. Moi, je pense qu'il faut clarifier la chaîne des responsabilités. Moi, je dis même d'ailleurs que la responsabilité pénale de la ville de Paris doit être engagée. Pourquoi ? Parce que la ville de Paris était informée, il y avait eu tous ces signalements des parents. La ville de Paris, c'est qui ? C'était Anne Hidalgo, c'était Emmanuel Grégoire, et qu'à aucun moment ils n'ont saisi la justice, c'est-à-dire que ce sont les parents qui se sont substitués à l'institution et qui ont saisi la justice. Anne Souéris, est-ce que vous êtes d'accord avec, est-ce que vous souscrivez à cette demande de commission d'enquête parlementaire déjà ? Alors, faire une commission d'enquête parlementaire, c'est une très bonne idée, mais allons jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y a un problème sur la France entière. Vous savez qu'il y a eu des plaintes qui ont été portées, il y a 500 plaintes actuellement. Donc c'est encore plus que ce qui se passe à Paris. Je ne nie pas ce qui se passe à Paris, soyons très clairs. On va revenir sur Paris. Mais je pense qu'une enquête parlementaire, puisque c'est à un niveau national, doit se faire au niveau du périscolaire national. Et j'irai même plus loin, je pense qu'il faut faire le public et le privé. Parce qu'on sait, il y a eu un rapport parlementaire sur les violences, notamment sexuelles, faites aux enfants. Eh bien, il y en a beaucoup plus encore dans le privé. Tout ça sans dédouaner du tout ce qui se passe à Paris, simplement pour dire qu'il va falloir regarder de manière systémique le problème qui est majeur en France actuellement pour nos enfants. On va commencer par se concentrer sur ce qui se passe à Paris, puisque là, les affaires éclatent. Il y a déjà eu des premiers procès, 2 procès, il y en aura plusieurs en septembre également. Et puis, il y a des langues qui se délient. Vous avez peut-être entendu le maire Lecoq du 6e arrondissement qui a dit, mais j'avais alerté justement la mairie de Paris, les équipes d'Anne Hidalgo et d'Emmanuel Grégoire contre de possibles violences sexuelles ou non d'ailleurs, et de problèmes dans les écoles de Paris. Il y avait aussi, on le lit dans le Figaro, un rapport de l'inspection générale de la mairie de Paris qui avait formulé des recommandations. Par exemple, nommer des référents sur les risques d'infractions sexuelles, créer des cellules d'alerte. Et en fait, on apprend dans le journal que ce rapport est resté lettre morte. Donc est-ce qu'il n'y a pas là, quand même, des responsabilités politiques de la part de la mairie de Paris, qui était responsable du recrutement de ces animateurs? Là où vous avez raison, c'est qu'il faut faire toute la lumière. Moi, je suis pas... Là, vous citez que des gens dans l'opposition. Bon, c'est pas grave, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Simplement, il faut faire la lumière, ça veut dire tout regarder. Le rapport de l'inspection générale de la mairie de Paris, c'était il y a 10 ans. Donc je vous le dis, oui. Les problèmes qui relevaient d'ailleurs il y a 10 ans, c'était plus sur la question générale de comment on fait pour le périscolaire. Parce que, effectivement, vous savez, moi je suis une ancienne professeure des écoles. Donc je voyais le périscolaire avant d'être sénatrice, évidemment, parce que ça n'est plus le cas actuellement. Mais en tout cas, j'ai regardé. Il y a encore quelques années, depuis 10 ans en tout cas, j'ai pu observer ce qui se passait. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe que, effectivement, le périscolaire, c'est un endroit où les gens sont peu formés, très mal payés, où les horaires sont complètement disloqués et où effectivement, ça n'est pas du tout au niveau de ce qu'on attendrait d'une école publique. Je le dis. Oui, mais ça veut dire je le dis de manière systémique, c'est pour la France
Oui, certainement, mais ça veut dire quand même que là, il y a eu un manque de vigilance. C'est un sujet sur notre éducation. Je suis désolée, mais en fait, à chaque fois, par exemple, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on aurait dû écouter la parole des enfants. On avait une institution comme le Civis, par exemple, dont le gouvernement a complètement coupé la tête. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui commence à se passer, qui permet l'écoute des enfants. Je vous le dis, ça ne m'intéresse pas de dire c'est lui ou lui et qui on va dézinguer. Ce qui m'intéresse, c'est de dire comment on va faire pour recommencer à zéro et pour réparer ce qui s'est passé, ce qui est réparable, et surtout pour l'avenir de nos enfants. Donc oui, une commission d'enquête. Moi, je suis complètement d'accord pour faire ça, mais attention à ne pas le résoudre à uniquement le cas parisien. Attention, et pas que le public. Vous avez bien vu ce qui s'est passé à Bétara, mais ça n'est pas la seule chose. Le rapport de l'année dernière de l'Assemblée nationale a montré que c'est extrêmement grave dans la plupart des écoles privées. Je le dis parce que, il faut arriver à trouver des solutions qui ne soient pas à chaque fois, on va faire le zoom sur la Paris, ok, ça va aller mieux, et puis ensuite, tout va se déclencher ailleurs. C'est évident que ça doit être national, voilà. Mais c'est... Et ça veut dire des moyens un peu. Parce que le problème aussi, c'est que quand on ne donne pas de moyens à l'éducation nationale et au périscolaire, c'est ce qui s'est passé, c'est que le périscolaire, en fait, qui paye cette question-là? Comment on paye-t-on les agents du périscolaire? Donc, si on ne relève pas les formations, il y a d'autres pays où les formations sont beaucoup plus importantes et où on considère quelqu'un dans le périscolaire comme aussi important qu'un enseignant. D'ailleurs, vous voyez, dans les écoles alternatives type Montessori, c'est un enseignant qui fait l'intégralité, c'est même une équipe qui fait l'intégralité de l'école. Eh bien, il y a quelque chose à réfléchir de cet ordre-là. Voilà. Et je le pense, parce que je pense que tant qu'on ne fera pas ça, ça ne marchera pas. Par ailleurs, il va falloir faire extrêmement attention aussi, c'est ce qui a été recommandé par les différentes instances, mais il va falloir le mettre en œuvre. C'est les fichiers, en particulier les listes noires, j'espère qu'on va en parler, mais en tout cas, nous, on l'a voté cette année dans le Sénat. Le projet de loi de protection de l'enfance. Et c'est très important aussi que vraiment, il y ait même des sanctions quand les collectivités ne le font pas. Donc ça veut dire de la transparence, de l'information, et qu'on croise en fait les informations qu'on a sur les gens qu'on recrute qui s'occupent de nos enfants. Tout à fait. Donc vous êtes plutôt d'accord à ce projet de loi qui a été présenté cette semaine en Conseil des ministres pour la protection de l'enfance? Il va dans le bon sens selon vous, Anne En tout Soeris? cas, nous, on a une proposition de loi qui est passée au Sénat avec laquelle qu'on a voté dès demain. Mais d'ailleurs, c'est bizarre parce qu'il y a plein de propositions de loi sur l'enfance, plus ce projet de loi. Oui, mais au risque peut-être d'un manque de clarté, non? Écoutez, je pense qu'à la fin, on va harmoniser cette question-là. L'important, c'est d'avoir un vrai débat de fond. Il y a beaucoup de sujets dans un. Il y a l'écoute des enfants, il y a le contrôle des animateurs, il y a le recrutement, les salaires, les précarités, et il y a la pensée de l'école. Comment on fait un lieu qui a un sens dans l'école intégralement. Donc tout ça nécessite peut-être plusieurs bouts. Et moi, ça ne me dérange pas, vous voyez, parce que on le fait sur d'autres sujets. Et c'est bien qu'enfin les enfants soient au centre de ces débats-là au niveau national. Oui. Mais vous êtes d'accord que, alors au niveau national, donc que ce soit à Paris ou ailleurs dans d'autres villes, s'il y a des responsabilités politiques, des choses qui ont été mises sous le tapis, il faut quand même aussi les révéler. Bien sûr. Moi, je suis pour une totale transparence. Parlons, Anne Soeris, je rappelle que vous êtes sénatrice de Paris, Europe Écologie Les Verts, porte-parole du groupe écologiste au Sénat, de ce qui va se passer demain. C'est un jour de fête, un jour de joie, un jour de match, une finale. Le PSG qui est en finale de Ligue des Champions. Non mais rappelons-le quand même, ça fait du bien, c'est quand même un exploit. On espère évidemment qu'ils vont gagner. Donc ça, c'est pour le côté festif, le côté sportif. Et puis il y a l'autre côté. Il y a un dispositif des forces de l'ordre qui est conséquent, extrêmement important. 22 000 personnes déployées sur toute la France, dont 8 000 dans la capitale. À titre de comparaison, l'année dernière, c'était 5 400 membres des forces de l'ordre mobilisés sur Paris. Et puis, je voudrais vous faire écouter cette déclaration du ministre de l'Intérieur, qui est actuellement à déplacement à Nice. Il a été interrogé sur les possibles débordements en marge de cette finale et il fait un parallèle avec les célébrations des Lensois après leur victoire en Coupe de France. C'était le week-end dernier. Écoutez-le.
On parle beaucoup de la célébration des Lensois, mais nous savions qu'à Lens, les choses allaient bien se passer. Et nous savons qu'elles pourraient moins bien se passer pour une célébration du Paris Saint-Germain. Parce que parfois, vous n'avez pas le même public. Parfois, vous avez sur ces célébrations à Paris un public qui vient, une minorité de personnes, quelques centaines de personnes, mais qui viennent pour faire créer le désordre, faire en sorte qu'il y ait des débordements. Ça n'est pas tout à fait le même public, effectivement. Alors nous, on se prépare en conséquence. C'est bien pour ça qu'il y a 22 000 personnes qui vont être mobilisées sur tout le territoire national, dont 8 000 effectivement à Paris en petite et dans l'agglomération parisienne, car la probabilité qu'il y ait des personnes qui viennent pour faire dégénérer la fête, elle est quand même assez forte. Anne Souris, vous êtes d'accord qu'il y a deux publics différents? Bien sûr, et puis vous savez, on connaît les supporters, c'est une poignée de gens, c'est ce que dit Laurent Nunez, il a raison. Mais c'est pas forcément des supporters, il le dit d'ailleurs. Hein. En tout cas, il semblerait que ce soit un peu toujours les mêmes gens qui sont dans ces exactions-là. Donc c'est très important de pouvoir y prêter attention. Et moi, je pense même qu'il faudrait essayer les interdire de stade. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Oui, parce que ça se passe pas. Voilà, ça se passe à Budapest. Mais en l'occurrence, en tout cas, qu'ils soient vraiment sous surveillance à ce moment-là. Je suis désolée, mais enfin, il y a un moment, il faut faire de la prévention. Et puis aussi, il y a une autre question. Il y a la question de l'alcool. Pardon, mais on n'en parle jamais. Mais en fait, souvent, ce qui fait dégénérer des moments festifs comme ça, publics, c'est un abus d'alcool. Alors, je sais que la préfecture a fait des efforts et qu'on ne peut plus vendre de l'alcool sur les espaces publics, mais la publicité pour l'alcool continue à fond la caisse dans les... Eh bien ça, c'est un vrai problème. On peut quand même en acheter à côté. Il n'y a pas de surveillance de ce côté-là. Alors, souvent, on parle de mineurs, quand même. Vous avez vu les interpellations, ou même ils ont 14, 15, 16 ans. Oui, ça mais les l'alcool empêche. est interdit, normalement. Oui, normalement. Oui, tout est normalement. Et la publicité pour l'alcool, elle s'adresse à tout le monde. Donc, oui, mais quand même, parce que les alcooliers font de la publicité particulièrement pour les événements sportifs. On devrait être là-dessus vraiment extrêmement attentif. Bon, donc oui, il faut de la surveillance. En fait, le problème, c'est l'alcool. Pourquoi ça casse? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que ça participait largement de l'accroissement du problème à ces moments-là. Soyons clairs. Je veux dire, je suis pas en train de tailler à la tola et de dire tout le monde au jus de pomme pendant. C'est pas mon sujet n'est pas là. Mon sujet est de dire attention, il doit y avoir une régulation beaucoup plus importante là-dessus. Par ailleurs, moi, je trouve qu'il y a un manque qu'on a en France, c'est la question des médiateurs de rue. Il y a quand même une question de médiation qui se fait pas, qu'on sait faire en Angleterre, par exemple, et qui est on a soit la police, soit rien. Mais par exemple, à Lens, ça s'est bien passé, cette victoire de Coupe de France. Okay. Mais vous savez bien que Paris amène... d'abord, il va y avoir pas que des Parisiens, il y a beaucoup de monde qui vient à chaque fois, et c'est comme ça. Donc, il y a une densité que vous n'avez pas à Lens, pardon. Ce que dit le ministre de l'Intérieur, il dit... Il y a quand même beaucoup de monde, d'ailleurs, à Lens. Hein, ça a été une grosse fête. Hein. Mais non, je reviens sur la déclaration du ministre de l'Intérieur, parce qu'il dit que c'est une minorité. Mais si c'est une minorité et quelques centaines d'individus, et vous-même, vous le disiez, on devrait peut-être les interdire de stade, quand c'est le cas, quand il y a un stade en France, tout ça. Mais on mobilise 8000 personnes, 8000 forces de l'ordre, policiers et gendarmes pour une centaine d'individus. C'est quand même le Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne vais pas dire qu'on va interdire ce type d'événements festifs parce que ça nécessite trop de personnel. Mais c'est quand même fou, 8000 pour une centaine. C'est pour ça que je vous parle de prévention et d'autres manières de faire. Je pense qu'il y a, en tout cas, il faudrait essayer de développer d'autres types de modèles que seulement mettre la moitié de la police nationale à Paris ou ailleurs d'ailleurs, quand il y a un match important, parce qu'il faut arriver à le réguler. Pour faire en sorte, peut-être aussi qu'il faudrait faire des médiateurs pairs, c'est-à-dire des gens chez les supporters qui permettraient de pouvoir aussi être présents et faire de la modération sur l'espace public. Vous savez, il y a des choses à imaginer qui ne sont pas forcément la police partout, quoi. Voilà, parce que ça coûte cher et qu'on a besoin de la police ailleurs, surtout. Enfin, voilà. Donc oui, je suis d'accord avec vous. Vous êtes rassuré quand même? C'est beaucoup, mais je préfère là, puisqu'il n'y a pas eu de prévention faite, que quand même on ait de la police et d'avoir un ministère de l'Intérieur attentif, oui, bien sûr. Et en cas de victoire, ce que l'on souhaite, pas de parade sur
les Champs-Élysées, mais une grande fête sur le Champ de Mars, vous y êtes favorable ? Écoutez, ça, franchement, c'est une question de sécurité et ça se passe entre le préfet et... non, mais vous pourriez avoir votre avis, ça a été contesté. Franchement, je sais que la maire du 7e, évidemment, n'a pas beaucoup envie que ça se passe chez elle et j'imagine que la maire du 8e n'a pas envie que ça se fasse chez... Bon, c'est comme ça, la vie. Moi, ça ne me concerne pas, ce débat-là. Vous êtes sénatrice de Paris, quand même, vous êtes concernée. Ce qui m'importe, c'est la sécurité. Il me semble que le Champ de Mars est plus sécurisé que l'avenue des Champs-Élysées est plus sécurisable. Voilà. Maintenant, oui, ça va coûter cher. C'est la vie. Enfin, après, c'est des choix politiques qui sont faits. Voilà. Mais en tout cas, on ne va pas empêcher la fête parce que ça coûte de l'argent de refaire la pelouse. Anne Souyris, sénatrice de Paris Europe Écologie Les Verts et porte-parole du groupe écologiste au Sénat et l'invitée des grands entretiens d'Europe 1 Info. On se retrouve dans un instant. On parlera des prix du carburant et de l'idée de taxer Total, les super profits en tout cas. À tout de suite. Vous écoutez Clélie Mathias, excellent après-midi. Il est 14h19 sur Europe 1. 13h, 15h, Europe 1 Info. Et vous écoutez les grands entretiens politiques d'Europe 1 Info. C'est avec vous Clélie Mathias et votre première invitée, Anne Souyris, sénatrice de Paris Europe Écologie Les Verts et porte-parole du groupe écologiste au Sénat. Les prix du carburant avec l'Assemblée Générale de Total Énergie qui s'est ouvert aujourd'hui. Un climat de défiance forcément, polémique sur les bénéfices, critique aussi sur certains projets de Total Énergie. Je voudrais vous faire écouter Serge Papin, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme, du pouvoir d'achat. Il était sur Sud Radio ce matin et il a estimé que le patron de Total, Patrick Pouyanné, faisait le job. Écoutez-le. D'abord, moi, je veux saluer le travail que fait Total, que fait Monsieur Pouyanné, parce que, écoutez, moi, je trouve qu'il fait le job, parce que il est sur le marché mondial. Ce qu'il fait, il le fait que pour la France. Je rappelle que les résultats de Total, ce sont des résultats qui sont sur le marché mondial. Et là, il fait un focus sur la France pour nous aider les citoyens, aider les automobilistes. En tant que ministre du pouvoir d'achat, j'apprécie. Anne Souyris, vous appréciez vous aussi le geste de Total Énergie qui plafonne ses prix à l'essence, qui a reconduit ce dispositif d'ailleurs? Ah oui, c'est bien qu'il l'ait fait, il n'y a pas de problème. Enfin, jusqu'à ces dernières années, il prenait plus cher que les autres. Donc, il ne fait pas un sacrifice démesuré. Hein. Il s'agit quand même de milliards en plus. 51% de plus de chiffre d'affaires. C'est quand même... conséquent, on va dire qu'effectivement, même s'ils font beaucoup d'efforts, même s'ils font le job, comme dit monsieur, néanmoins, il peut un peu partager, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné... C'est privée, là, ils partagent, puisqu'ils font un geste. C'est vraiment très, très, très limité. L'idée de faire, vous savez, une taxe sur les super profits, d'abord, c'est pas pour la vie entière, c'est pour un moment donné, et c'est pour dire, à un moment où vraiment ça passe toutes les bornes, et où tout le monde souffre à côté, parce que c'est ça qui se passe, en fait, quand même. Hein. C'est que d'un côté, vous avez des gens qui ne peuvent plus faire le plein et qui sont bloqués chez eux. Voilà. Et de l'autre, vous avez les super profits avec des actionnaires qui s'en mettent plein les poches quand même. Alors même si on dit c'est la production et pas la diffusion. Bon. Ok, mais quand même, c'est Total. Et c'est les mêmes actionnaires qui, à la fin, empochent les dividendes. Donc, dire simplement, partageons, pas dire on va les punir. On va les sanctionner. C'est pour ça que c'est pas le problème de faire le job ou pas. C'est l'idée, on va essayer de faire attention à ce qu'on redistribue un peu à ce moment de crise extrêmement grave. Voilà, donc c'est tout. Et c'est vrai que c'est assez indécent qu'on ait toujours pas de réponse ou qu'on simplement soit une menace de partir à l'étranger. Franchement, ça n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Roland Lescure, le ministre de l'économie, a évoqué cette possible surtaxe des profits de Total à l'avenir. Il a dit qu'il n'y s'y opposerait pas. Le débat parlementaire aura lieu, mais il estime que penser que c'est une formule magique pour sortir de l'ornière fiscale dans laquelle la France est, c'est se mettre le doigt dans l'œil. Mais c'est pas la seule solution. Enfin, jamais penser que il y a une seule solution pour notre budget à la rentrée. Mais enfin, on sait quand même que cet argent permettrait de pouvoir, par exemple,
par exemple, relancer l'aide auprès des gens qui ont des voitures et qui en ont besoin, soit parce qu'ils sont dans des lieux où il n'y a pas de transport en commun, soit parce que ce sont des artisans, ils en ont besoin pour travailler. Enfin, de toute façon, dans une situation, ils en ont besoin, qu'on puisse les aider à passer à une voiture électrique, par exemple, et de faire cette transition en aidant les gens qui en ont besoin. Eh bien ça, voilà, il va falloir pouvoir à un moment donné mettre la main à la poche. Vous savez comme moi que le budget n'est pas dans un état formidable en ce moment, qu'il n'y a pas franchement un accord de toute la classe politique pour arriver à trouver des solutions. Il se trouve que moi je vois que 75% des Français sont d'accord pour taxer les super profits. Pourquoi on ne le fait pas? C'est aussi une question de démocratie. 2027 avec Marine Tondelier, l'écologiste, donc qui a réuni cette semaine une vingtaine d'enfants en visioconférence, en présentiel aussi, afin de présenter son projet de création d'une Assemblée nationale des enfants. Écoutez, elle voudrait aussi d'ailleurs, j'en profite pour le dire, elle plaide pour un abaissement du droit de vote à 16 ans. Et écoutez-la. Nous, on a toujours défendu le droit de vote à 16 ans. 16 ans, on peut aller en prison, on ne peut pas voter. C'est quand même un peu étrange, me direz-vous. Et donc, on veut, nous, un pays à hauteur d'enfants. C'est-à-dire un pays où on se préoccupe plus des enfants et on réfléchisse à la chose publique avec eux. On a vu hier, puisqu'on avait cette première réunion avec des 5-15 ans qui ont plein de choses à dire, parfois plus pertinentes que les adultes. Moi, j'ai pris plus de plaisir dans cette réunion-là que dans beaucoup de réunions que je fais avec des politiciens professionnels, parce qu'ils ont cette fraîcheur, ils ont des idées, ils ont la motivation, et puis ils ont envie que ça marche, quoi. Donc ça, c'est beau. Et ces enfants, c'est notre bien le plus précieux, on doit les protéger, ça a toujours été le projet des écologistes et là on va les associer à ça, on va leur donner beaucoup la parole dans cette campagne et il y a un livret programmatique dédié aux enfants qui sortira au mois de juin. Alors la proposition des écologistes dans cette campagne présidentielle, on n'est même plus en pré-campagne, une Assemblée nationale des enfants. Anne Souiris. Écoutez, moi je trouve que c'est très important. On a commencé par parler du périscolaire dans cette session-là, ici. On voit que la parole des enfants n'est pas du tout assez écoutée. Il existe déjà un Parlement des enfants, mais qui n'a qu'une valeur pédagogique, bien sûr, on le sait tous, mais en revanche, faire vraiment une assemblée avec une manière de pouvoir interférer dans le débat politique et de pouvoir proposer de manière, pour le coup, large et sur laquelle on ne peut pas se taire. Ce sera très important. Mais sans vouloir minimiser la parole des enfants mais est-ce que ça fait partie vraiment des préoccupations de ce qu'attendent les Français pour la présidentielle? Écoutez, je pense que leur préoccupation, c'est quand même d'arrêter qu'il y ait des violences sur les enfants et qu'il y a un problème, on parlait de systémie sur les écoles, mais plus large que ça. Et qu'il y a une transformation culturelle et cette écoute-là, elle peut permettre, bien sûr, c'est pas une priorité pour l'ensemble, mais quand même, je pense que la plupart des familles, si on leur disait est-ce qu'il faut changer quelque chose par rapport aux enfants et plus écouter leurs paroles pour pouvoir changer une politique par rapport à ça, je pense qu'on aurait pas mal de gens qui seraient d'accord avec ça. Et c'est un sujet. Et vous savez, moi, je vais en prison sans arrêt ces derniers jours, mais ces dernières années aussi. À titre de visite. Bien sûr. Non, pardon, c'est vrai que c'est bon. Et donc, et je peux vous dire que les enfants en prison, il y en a à partir de 13 ans. À de 13 ans, vous vous rendez compte? Donc, pas donner la parole d'un côté et dire qu'ils sont responsables et qu'ils doivent être informés de l'autre. Alors, il y a un petit problème de démocratie en France aussi. J'ai une dernière question extrêmement rapide, s'il vous plaît, Anne Souiris. La question de la primaire à gauche semble faire un peu pchit, elle descend. Est-ce que si jamais il n'y a pas de primaire, il y aura une candidature autonome de la part de votre parti Europe Écologie Les Verts? Alors ça, je ne peux pas vous répondre. Non pas parce que je fais de la langue de bois, mais simplement parce que ce n'est pas une décision qu'on a prise pour le moment. Donc c'est des sujets sur lesquels on parle. Nous, on préfère toujours avoir une primaire, parce qu'on veut avoir un candidat de gauche pour cette présidentielle. Merci Anne Souiris. Je rappelle que vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts de Paris, porte-parole également du groupe écologiste au Sénat. Dans un instant, je recevrai Éric Schall, délégué général UDI et premier adjoint du 8e arrondissement de Paris. On est très capital aujourd'hui. C'est bien aussi.